Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet que vous nous avez énormément demandé ces derniers temps, à savoir de traiter justement des monnaies fiduciaires et puis de faire un résumé un petit peu de ce qui s'est passé auparavant et puis de ce que ça pourrait vouloir dire pour les temps à venir, en tout cas dans le système qu'on connaît aujourd'hui, la transition qui pourrait exister avec justement l'apparition du secteur des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer d'expliquer de manière succincte et vraiment objective dans cette vidéo. Comme d'habitude, on vous mettra tous les liens en description de la vidéo pour ceux qui voudront aller plus loin et puis creuser un petit peu de leur côté. Et donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez nous les poser en commentaire de cette vidéo. En se promenant un peu sur internet la dernière fois, on est tombé sur un article qui est vraiment intéressant qu'on voulait vous partager, qui a repris un petit peu les données d'une étude qui avait été réalisée sur un petit peu l'histoire monétaire et l'historique des différentes monnaies fiduciaires qui ont existé en fait depuis l'histoire de l'humanité, et puis finalement leur déroulement et ce qu'elles sont vraiment devenues jusqu'à présent. Donc cette étude, vous pourrez la retrouver sur ce site-là qui vous expliquera tout ça. Et là en fait, dans ce petit carré jaune que je vais vous lire dans cette vidéo, ça va être finalement le résumé de cette analyse qui a été effectuée sur 775 monnaies fiduciaires. Donc là du coup l'article il commence en disant: selon une étude de 775 monnaies fiduciaires réalisée par le site dollardaz.org, il n'y a pas de précédent historique pour une monnaie fiduciaire qui a réussi à conserver sa valeur. C'est ce qu'on vous a déjà présenté à de nombreuses reprises sur la chaîne YouTube. Si vous regardez l'historique de toutes les monnaies fiduciaires qui ont existé depuis la création finalement des monnaies fiduciaires, vu que ça a toujours existé, il n'y en a aucune qui a permis de conserver sa valeur comme ça ad vitam aeternam. Jusqu'à présent, toutes les monnaies fiduciaires sont revenus à un moment ou à un autre à leur valeur intrinsèque qui est égale à 0. Donc 20% ont échoué justement par hyperinflation parmi les 775 monnaies fiduciaires qui ont été analysées. Il y en a 21% qui ont été détruits par la guerre, 12% qui ont été détruits par l'indépendance, 24% qui ont été réformés financièrement et 23% qui sont toujours en circulation à l'heure actuelle et qui s'approchent les unes des autres au niveau des résultats, c'est-à-dire qui continuent de perdre leur valeur au fur et à mesure qu'on avance un petit peu avec le temps. Donc l'espérance de vie moyenne pour une monnaie fiduciaire, aujourd'hui, il faut savoir que c'est de 27 ans. Donc essayez de réfléchir un petit peu quelques minutes à ce que ça peut représenter, 27 ans. Ça veut dire que sur une vie classique, admettons que ce soit 25 ans et que vous vivez par exemple jusqu'à 100 ans, ça veut dire que sur une échelle comme ça humaine, vous pouvez connaître l'apparition et la disparition de 4 monnaies fiduciaires en fait. En général, si vous prenez l'historique des monnaies fiduciaires qui ont été analysées, c'est complètement dingue en fait quand on y pense. Et la durée de vie justement la plus courte, ça a été juste de 1 mois pour une seule monnaie fiduciaire. Fondée en 1994, la livre sterling aujourd'hui c'est la plus ancienne monnaie fiduciaire existante et elle a un âge avancé aujourd'hui de 317 ans. Et elle doit toujours être considérée comme l'une des monnaies fiduciaires qui a vraiment réussi parmi toutes celles qui ont échoué jusqu'à présent, vu qu'on voit que l'espérance de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire c'est à peu près 27 ans. Là vous êtes à 317 ans pour la livre sterling, ce qui explose en fait littéralement la moyenne à la hausse. Donc cependant le succès quand même il est relatif, vu ce qu'on vous a déjà expliqué précédemment. La livre sterling elle a été définie comme 12 onces d'argent au départ, et aujourd'hui elle vaut moins de 1/200 ou 0,5% de sa valeur d'origine. Ça veut dire qu'avant, avec une livre, vous pouviez avoir l'équivalent de 12 onces d'argent. Vous aviez une livre, vous pouviez les convertir directement en 12 onces d'argent. Aujourd'hui, avec une livre sterling, vous avez la possibilité d'acheter 1/200 finalement d'once d'argent, ce qui est complètement dingue en fait. Ça veut dire que la meilleure monnaie fiduciaire aujourd'hui a vécu 317 ans, mais elle a perdu plus de 99,5% de sa valeur totale. Et ça, c'est complètement dingue en fait. On n'a pas vraiment l'impression de connaître ça quand on s'intéresse un petit peu au secteur des crypto-monnaies, mais c'est vrai que la politique, la géopolitique, le modèle financier, l'économie en général, tout ça en fait c'est lié. Et si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, vous devez vous y intéresser en fait tout simplement. Et cet article il est vraiment intéressant puisque du coup derrière il va vraiment vous expliquer tout ça, il va vous donner
donner également d'autres informations qui pourront être intéressantes pour vous à avoir en tête, hein, avec l'historique des différentes monnaies fiduciaires, pourquoi finalement on a une dévaluation comme ça des monnaies fiduciaires. Et en fait tout simplement il vous explique que quand les élites ont la possibilité d'imprimer de l'argent un petit peu comme ils le souhaitent, ils le font en fait mathématiquement. Si vous à la maison vous aviez la possibilité d'imprimer de l'argent pour pouvoir vous acheter un petit peu ce que vous voulez, vous le feriez, sauf que là ça a des conséquences désastreuses pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'investir ou de se diversifier ou finalement de lutter en fait contre cette inflation, puisque si vous avez pas la possibilité de lutter contre ça, vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va diminuer d'année en année avec des charges qui vont continuer d'augmenter et une pression qui va être toujours de plus en plus importante. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en fait. C'est ce que j'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises sur nos vidéos sur YouTube. Et finalement cet article il représente très très bien déjà ce que j'ai pu vous présenter. Il y a un autre article que je vous mettrai également en description de la vidéo qui est tiré directement des informations de la Fed, donc de la Banque Centrale Américaine. Et là il y a une citation qui est vraiment intéressante et qui dit s'il y a une récession, ne vous inquiétez pas, parce que la Fed elle est vraiment très puissante et elle aura tous les outils qu'il faudra et qu'on aura besoin pour pouvoir supporter l'économie et aider l'économie. Il faut savoir que les banques centrales, elles ont la possibilité de modifier un petit peu et de faire en sorte de stimuler l'économie ou de la ralentir avec deux leviers principaux. Le premier levier, ça va être notamment via les taux d'intérêt, c'est-à-dire que quand l'économie va bien, que les gens achètent trop, empruntent, etc., ils vont faire en sorte d'augmenter les taux d'intérêt pour diminuer un petit peu ça, limiter les dettes, limiter les emprunts, puisque si vous augmentez les taux d'intérêt, par exemple vous voulez acheter un bien immobilier, aujourd'hui les taux d'intérêt c'est à peu près 1%, 2%, si aujourd'hui vous investissez dans un bien à 2%, il y a des biens qui peuvent être rentables avec de l'argent, finalement vous allez emprunter à 2%, si vous souhaitez investir dans un autre bien immobilier avec des taux d'intérêt à 10%, vous avez plutôt intérêt de faire attention à votre rentabilité, puisque là l'argent véritablement à un coût. Aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont négatifs, donc on ne peut pas véritablement aller plus bas pour pouvoir stimuler l'économie, vu qu'on est quelquefois sur des, comme je vous l'ai dit, sur des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire qu'on va payer des gens pour qu'on puisse du coup leur prêter de l'argent. Donc on est complètement sur un système qui marche sur la tête, ça s'est encore jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, ce genre de système. Et du coup ça pose véritablement des problèmes, puisque d'habitude en cas de crise, pour relancer l'économie, la Fed et les banques centrales diminuaient les taux d'intérêt pour faire en sorte à ce que les gens soient plus à même à emprunter et pour stimuler l'économie. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus baisser vraiment les taux d'intérêt, vu que soit on est proche de zéro, soit on est négatif en fait aujourd'hui. Et donc négatif, ça veut dire qu'on va, comme je vous l'ai dit, vous donner de l'argent. Donc on va imprimer de l'argent pour que vous puissiez en emprunter, et donc en imprimer encore plus. Et aujourd'hui, avec le phénomène qu'on vous avait déjà évoqué avec le quantitative easing, donc là vraiment c'est ce qu'on appelle l'impression monétaire, pour pouvoir lutter contre ça, justement les élites de plus en plus, vu qu'ils ont plus les moyens aujourd'hui de laisser tomber le marché, ils vont imprimer de l'argent pour directement aller l'investir dans les marchés financiers, notamment le marché action, et derrière on va vous dire, regardez, le marché action marche très bien, investissez dedans, ça fait que monter, donc vous serez riche, vous inquiétez pas, alors qu'on est sur des plus hauts jamais atteints depuis le départ en fait. Et d'autant plus qu'on est dans une course aujourd'hui avec la dévaluation des monnaies. C'est-à-dire que l'idée et l'objectif vraiment des pays qu'il faut que vous ayez en tête, on avait déjà fait une vidéo complète qui parlait de la dévaluation des monnaies fiduciaires, qui disait que finalement, aujourd'hui, un État n'a pas vraiment intérêt à avoir une monnaie forte, puisque si vous avez une monnaie forte, les autres pays du monde entier, du coup, n'iront pas forcément dans votre pays pour aller investir, pour pouvoir finalement exporter des marchandises directement chez eux, ou importer ou acheter finalement des marchandises en Amérique. Admettons que le dollar aujourd'hui est nettement plus important est nettement plus puissant en termes de valorisation que l'euro par exemple, ça veut dire que vous avez un pouvoir d'achat qui est plus faible en euros typiquement qu'en dollars. Et donc si vous voulez acheter des biens ou des services directement aux États-Unis pour pouvoir
mathématiquement faire en sorte à ce que les investisseurs et puis les autres pays investissent finalement aux États-Unis et achètent directement leurs marchandises, il faut que la monnaie soit plus faible, elle se fasse un petit peu dévaluer. Plus elle est dévaluée, plus finalement les autres pays ont un pouvoir d'achat qui est important vis-à-vis du pays qui a sa monnaie dévaluée, et du coup vous allez pouvoir acheter plus de biens et de services particuliers. Du coup, pour l'économie, c'est bien. C'est-à-dire que forcément, vous allez acheter plus de choses, vous allez faire en sorte de relancer l'emploi, créer des entreprises, etc. dans ces pays, puisque vous avez plus de pouvoir d'achat. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays du monde entier, on voit une course finalement à la dévaluation, puisqu'il n'y en a aucun aujourd'hui qui souhaite avoir une monnaie qui est forte pour pouvoir finalement stimuler son économie. Parce que si vous avez une monnaie qui est trop forte par rapport au reste, ça veut dire que toutes les autres monnaies et tous les autres pays n'auront pas forcément les moyens d'investir chez vous et donc de faire travailler et stimuler votre économie. Donc en fait, on est dans une course en fait à la dévaluation, donc à l'impression monétaire, à la dévaluation de vos actifs. Et aujourd'hui, vous le savez avec tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent, que le secteur des crypto-monnaies a pour objectif de lutter également contre ça. On sait aujourd'hui combien il y aura de Bitcoin en circulation. Il y en aura 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. D'ailleurs, il y en aura beaucoup moins puisqu'il y en a à peu près 4,5 millions qui sont perdus. Mais donc, pour lutter contre cette inflation et puis pour avoir un système financier annexe que celui qu'on connaît aujourd'hui et qui nous laissait aucune autre alternative que celle justement de voir déprécier notre argent et notre économie comme ça au fur et à mesure des années, là vous avez la possibilité d'aller dans un système finalement alternatif qui va vous permettre de pouvoir faire fructifier votre argent sur le long terme. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous éclairer, que vous avez compris un petit peu ce que je vous ai présenté ici. Si vous avez des questions précises et qu'on n'a pas été clair, parce que c'est possible qu'on n'ait pas été vraiment très clair sur certains aspects, dites-le nous en commentaire. On refera éventuellement peut-être une autre vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Si vous avez d'autres idées comme d'habitude, dites-le nous. Partagez, mettez des likes, ça nous aide énormément encore pour développer la chaîne. Donc vraiment continuez tout ça. Et puis pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez comme d'habitude tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!